c'est bientôt 17h, bienvenue sur HTV, le live. On est samedi, et oui, bien sûr, 17h, et c'est les héros du confinement avec une thématique aujourd'hui très importante. Et c'est Sophie qui s'y est collée. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci Willy. Et oui, effectivement, on aborde une question de poids sans phobo. En fait, on va parler de surpoids, d'obésité, qui sont des facteurs de risque aggravants pour le Covid-19. C'est une question importante. On aura pour en parler le docteur Antoine Guyot, qui est chirurgien de l'obésité, comme il se définit lui-même. On aura pour en parler le docteur Sabrina Breyer, qui est nutritionniste. On en parlera aussi avec Sonia Dègre, qui est psychologue. On verra aussi la question avec des patients et ceux qui s'en occupent. En l'occurrence, Annick Cantiero, qui est une patiente et présidente de l'association Le Poids en Partage, et Jonathan Dumazer, qui lui est un coach en activité sportive dédiée. Avec moi pour ce spécial Covid-19, Xavier Liot, pompier, coach en management pour sa part, et enfin Brigitte Nessius, qui, elle, se chargera de relever et relayer vos questions qui nous arrivent sur le chat. Antoine Guillot, je vais vous poser Merci, bonjour. Je vais vous poser une première question. Plus de 40% des cas graves du Covid-19 seraient des gens en surpoids ou en situation d'obésité. Est-ce que c'est une information confirmée aujourd'hui? Tout à fait, c'est une information qui a été confirmée. Alors c'est une tendance qu'on voyait apparaître depuis plusieurs semaines, comme le fait que l'obésité soit un facteur de risque à part entière des formes graves du Covid-19. Et donc là, on a une étude qui est sortie le 8 avril de l'équipe du CHU de Lille qui confirme que 48% des patients ayant une forme grave de Covid-19 ont un indice de masse corporelle supérieur à 30, ce qui correspond à l'obésité. Donc oui, cette information est valide et confirmée. Un indice de masse corporelle, alors tout le monde le voit passer, particulièrement dans la presse féminine, par exemple, hein. On a une IMC, etc. Est-ce que je vais demander à Sabrina Breyer de nous expliquer ce qu'est un IMC, mais en faisant très court. Très court. Alors bonjour, je m'appelle Sabine Breyel. Excusez, il n'y a pas de problème. Un IMC, c'est un chiffre qui est le poids divisé par sa taille multiplié par sa propre taille, donc sa taille au carré. On imagine que vous ayez un poids de 80 kg pour 1m60, donc 80 kg sur 1m60 fois 1m60, ça nous donne un indice de masse corporelle à 30. Donc 30, c'est le début de l'obésité, premier stade. Il peut y avoir un stade plus important avec un IMC à 35, encore plus important à 40, mais à partir donc de 30, le risque, c'est un gros facteur de risque par rapport à l'affection du Covid. À 35, on a beaucoup de chances d'être intubé. La moitié des patients arrivant en réa à l'heure actuelle ont 30 d'IMC et une proportion significative sont intubés à 35. Voilà, c'est pour ça que les sociétés savantes s'affolent. Mais pourquoi à ce moment-là on fait une différence entre surpoids et obésité? Le surpoids démarquant, l'obésité démarquant. Je suis un homme d'1m70. Alors, on va dire que le surpoids, on va essayer d'oublier les chiffres. Le surpoids est au-dessus du poids normal et en dessous de l'obésité. Le facteur de risque du surpoids, c'est d'avoir des problèmes ostéo-articulaires. Quand on a une obésité, ce sont des problèmes cardiovasculaires. Voilà. Quelqu'un qui mesure 1m60 aura un IMC à 70 kg, vous êtes encore un IMC tout à fait correct. Il ne faut pas s'affoler.
Par contre, 80 kilos, on commence à s'affoler. Voilà. D'accord, écoutez, merci, c'est une belle précision. Je voulais savoir, moi, aujourd'hui, quand une personne a un problème de surpoids, voire d'obésité, comment elle peut attaquer un parcours de soins. Parce que aujourd'hui, vous êtes constitués, par exemple, la plupart d'entre vous, du moins 3 d'entre vous, travaillent de concert. Vous êtes avec un chirurgien, un nutritionniste, une psychologue, derrière le parcours est suivi. Moi, je veux bien le retour de, par exemple, Annick, qui était patiente, qui a un parcours très particulier sur la question. Annick, si tu veux bien nous raconter. Oui, alors le parcours de soins, pour toute personne qui vit avec une obésité, c'est important déjà d'avoir un diagnostic qu'on est en obésité, parce que là, on rentre dans une maladie chronique. Et à ce moment-là, le parcours de soins, il y a plusieurs parcours de soins possibles. C'est ou un suivi médical ou un suivi chirurgical. Donc ça, c'est à l'appréciation, mais c'est avec l'équipe que vous allez être accompagné. Moi, dans mon parcours, déjà, c'est une endocrinologue qui est important, parce que le rôle de l'endocrinologue est important. Le rôle aussi de la diététicienne, du médecin nutritionniste ou du chirurgien si vous avez un parcours chirurgical. Et après, tout ce qui est psychologue. Moi, c'est des éléments et des personnes qui ont été importantes dans mon équipe pluridisciplinaire. Et après aussi, un kiné et un enseignant d'activité physique adaptée pour la remise à l'effort. Parce que aussi, des fois, on n'est pas habitué à faire de l'effort, on n'a jamais pris de plaisir à bouger. Et c'est très compliqué. Donc tout ça, c'est une équipe autour de nous qui nous accompagne tout le long de ce parcours. Et même après avoir perdu les kilos, pour moi, c'est important de continuer ce suivi parce que justement, l'obésité est à vie en fait, puisque c'est une maladie chronique. Alors, pour la précision, Annick, tu es passée littéralement de 300 kilos à 100 kilos. Aujourd'hui, dans l'absolu, tu fais encore partie des personnes à risque. Est-ce que tu as peur du Covid-19 ? Alors, déjà, j'en fais 90, mais maintenant, le problème, c'est que je pense, et c'est le discours que je dis aux personnes que j'accompagne, d'avoir peur. La peur n'évite pas le danger, en fait. Il faut juste être attentif, pas se focaliser et que ça soit chronophage, et que ça soit anxiogène, parce que sinon, justement, par rapport à la problématique de l'obésité, ça va démultiplier et ça va accompagner d'autres troubles qui vont se rajouter. Donc, peur, je pense qu'il faut relativiser sur tout ça. S'il y a des messages qui sont trop anxiogènes, comme écouter la télé, des choses comme ça, où c'est des messages généraux et qui ne correspondent pas à notre histoire. Donc, pour justement maîtriser ces peurs, j'appelle des personnes qui m'écoutent, qui me conseillent, qui vont me rassurer. Et en fait, si on fait les gestes barrières, si on sait qui appeler comme médecin, si on a quelconque souci, si on sait s'appuyer sur des associations de patients où on va discuter de tout ça, et justement, on va enlever cette peur qui peut être paniquante, justement. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment, et l'émission d'aujourd'hui, il faut dédramatiser tout ça. On est tous des sujets potentiellement à risque. Et quand on regarde une jeune fille qui est décédée à 16 ans, elle n'était pas potentiellement à risque. Mais par contre, elle est décédée. Donc en fait, il y a des personnes qui sont potentiellement plus à risque. Mais par contre, il faut dire qu'il y a des solutions, il y a des choses à mettre en œuvre pour justement arriver à pas avoir ce risque-là. Donc la peur, elle ne fait pas partie des mots que j'emploie en fait, parce que la peur, elle n'est pas aidante. D'accord. On dit, j'entends bien le discours de il ne faut pas avoir peur, il faut être droit dans ses bottes et avancer vers une sortie, mais on reçoit quand même un nombre de messages qui sont extrêmement, effectivement, anxiogènes. Je voudrais poser la question au docteur Antoine Guyot, qui a, lui, un peu farfouillé dans les chiffres, et on voit que, par exemple, aux États-Unis, les chiffres sont considérables et touchent effectivement une population très, très atteinte par l'obésité, voire même distingue la population afro-américaine. Pardon. Docteur Guyot, un avis sur la question? Oui, je pense que c'est plurifactoriel, comme toujours. Je pense que, en effet, la population noire américaine est plus atteinte par l'obésité. Faut savoir que en France, il y a 17% de la population en obésité. Aux États-Unis,
on est à 40%, et chez la population noire américaine, on est presque à 48%. Donc c'est déjà un facteur de risque, et on le sait, l'obésité par les comorbidités et par certainement un état inflammatoire de base qui va se surajouter à l'inflammation due au virus. Et on a vu ces dernières semaines apparaître cette théorie aussi de tempête de protéines inflammatoires, d'inflammation, qui en fait entraînerait des conséquences qui seraient liées à cette inflammation produite par l'organisme plus qu'au virus lui-même. Mais aux États-Unis, il faut voir que ce n'est pas le même système de santé qu'en France. Il y a une vraie disparité, il y a une vraie difficulté d'accès aux soins par ces populations qui, depuis longtemps, meurent plus et de différentes pathologies. Avant le Covid-19, c'était le diabète, c'était l'hypertension. Donc ça vient exacerber cette problématique d'accès aux soins chez cette population où il y a aussi d'autres facteurs de risque de formes graves du Covid-19 dont cette population est plus atteinte. On parle de diabète, d'hypertension, de problèmes cardiovasculaires et surajouté par cette difficulté d'accès aux services de santé. Ah oui, mais quand même, alors en France, 17% de personnes en situation d'obésité, ça reste un chiffre énorme. C'est quand même le pays de la bonne bouffe, c'est quand même un pays où le système de santé, bien que décrié en ce moment pour d'autres raisons, est quand même particulièrement performant. Comment on explique un chiffre comme celui-là en France? Est-ce que la malbouffe nous touche aussi fort que ça? Peut-être, Sabine Breyer? Oh, la malbouffe ne touche pas si fortement que ça quand même. On est effectivement un pays référent dans le monde entier. On a l'incidence d'obésité qui monte comme dans tous les pays du monde. On est en obésité mondiale quand même depuis 1998. Donc non, il y a, à l'heure actuelle, le Covid touche effectivement beaucoup de patients en obésité, mais il y a aussi beaucoup de patients qui appliquent les gestes barrières et qui ne sont pas malades. Il faut voir que là, les chiffres qu'on a sont des chiffres qui viennent du nord de la France, de l'est de la France. C'est la région où il y a le plus d'obèses et le plus de pathologies Covid. On n'est pas encore dans tous les chiffres, dans toutes les données. Pour l'instant, c'est un facteur de risque. C'est pas la cause de la maladie. Il faut relativiser et je pense que le message qu'on doit donner, c'est que justement un patient en obésité, il faut qu'il fasse attention, plus attention que quelqu'un d'autre, mais attention, c'est pas parce qu'il est obèse qu'il va être obligatoirement malade. Alors, on n'est pas trop atteint quand même, donc il faut arrêter de faire paniquer les gens. Et les informations sont très, très stressantes. Oui, c'est très anxiogène. Par contre, je peux me permettre. Oui. Le point, c'est que. Je voulais juste préciser une chose, c'est que là, on parle de l'obésité, mais la population âgée donc est la plus atteinte. Dans la population âgée, il y a autant d'obèses que de dénutris. Et les dénutris sont aussi atteints par la pathologie de ou un risque aussi important. La dénutrition, c'est pour une personne de plus de 70 ans être avec un fameux IMC, ce chiffre de poids, là, il me dérange beaucoup, mais inférieur à 21. Mais à 21, c'est un poids tout à fait normal. Mais là, il a des facteurs de risque parce qu'il a une immunité très basse, il a une masse protéinée très basse et l'inflammation est élevée. Et donc, voilà, on va dire que l'obèse est en danger, mais le dénutri aussi. D'accord. Je comprends que Brigitte a une question pour nous. Brigitte? Oui, c'est pas une question, c'est une affirmation de Mathilde Dard qui dit que le parcours de soins est compliqué. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous parler de ce parcours de soins? Répondre à ça. Le parcours de soins, c'est vrai qu'il est divers en France. Les recommandations de l'HAS en 2009 ont quand même cadré les choses dans la prise en charge, en encadrant cette prise en charge avec un minimum de 6 mois. Et c'est vrai que ça reste très disparate. Les rapports de la sécurité sociale ont mis ça en avant. Et le système est en train d'homogénéiser les choses. Nous, il faut savoir que dans l'unité UPSOM, c'est pour ça qu'on a voulu ce parcours pluridisciplinaire et vouloir aussi que le patient, généralement le patient il arrive à moi, le patient obèse avec
éventuellement un projet de chirurgie, mais pas toujours. Et il arrive comment? Il arrive par le bouche à oreille, c'est le plus souvent. Il arrive parfois par son médecin traitant, encore trop peu souvent. Et puis il arrive par des réseaux qu'on est en train de monter. C'est là où on apporte une réponse aussi localement, en ayant créé des réseaux et en créant des réseaux proches des patients en surpoids et en obésité, avec un kiné, avec une diète, qui vont pouvoir dépister, mettre en place une stratégie et éventuellement, quand il y a une idée de chirurgie, nous envoyer ce patient dans l'unité. Et donc nous, on va faire tout un parcours d'évaluation, de recherche des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies associées, d'éventuelles contre-indications. On va hospitaliser en groupe les patients. Ça fait beaucoup de soutien entre les patients. On va faire un bilan médical complet, des ateliers, pour que ce parcours, parce qu'il faut imaginer, il m'est apparu il n'y a pas longtemps quelque chose de finalement très simple. On traite l'obésité, mais l'obésité, c'est la conséquence. Et il faut travailler sur la cause. Et c'est là, et on a Sonia dans l'équipe qui est ici aujourd'hui, parce que il faut travailler sur la cause, que tout simplement, les mêmes causes ont les mêmes conséquences, et donc il faut faire un travail sur soi et aider à ce travail. Et donc les parcours sont en train de se renforcer, et on en est l'exemple dans UPSOM. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'il y a des gens qui sont en rondeur et qui s'en trouvent heureuses parce qu'on parle beaucoup de l'aspect de la maladie. D'ailleurs, ça s'appelle, c'est une maladie identifiée telle quelle. Et moi, vous m'expliquiez un peu plus tôt qu'en gros, arriver dans un parcours de soins, environ 1% de la population concernée par le surpoids, ce qui est quand même extrêmement peu. On l'entend bien. La question de la complexité posée par un auditeur est réelle. C'est pas si simple que ça d'entrer dans un parcours. Et il y a des questions effectivement psychologiques. Je voudrais demander à Sonia Dègre ce qu'elle en pense et quel est le déclencheur pour que quelqu'un vienne enfin vous voir et se mette en position de se soigner. Bonjour, Sonia Degré, effectivement, psychologue dans le parcours UPSOM notamment. Alors, l'élément déclencheur, il peut être multiple, hein, ça dépend effectivement, c'est très individuel. En tout cas, il y a toujours un élément qui vient déclencher, c'est-à-dire, il y a eu un conflit avec son conjoint, il y a eu à un moment donné l'estime de soi, on est tellement altéré que ce n'est plus tenable. La souffrance majeure. En fait, il y a un élément déclencheur, mais j'allais dire, il y a quand même en amont quelque chose qui évolue en permanence, qui prend la place, qui prend toute la place, et la souffrance à un moment donné n'est plus tolérable. Hein, de ce physique, effectivement, qui entraîne beaucoup de symptômes, hein, des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, une altération de l'image de soi, des problèmes au niveau professionnel, de la relation à l'autre, de la relation de couple, dans sa sexualité. Voilà, ça envahit un peu tous les domaines et jusqu'à un moment donné où ce n'est plus possible pour le patient. Voilà. Donc après, j'allais dire, l'élément déclencheur, il peut être multiple. Brigitte, une question. Brigitte Oui, Palomatina qui nous demande, qui nous dit, on parle de déconfiner les enfants avant les autres, quid des enfants atteints d'obésité? Qui veut répondre? Spécialement sur les enfants, ça vous enthousiasme pas plus? Question. Non, peut-être. Oui, je peux vous donner un. En fait, les enfants, par rapport aux adultes, sont vraiment dans un secteur à part. Hein. On prend en charge les enfants en obésité et les adultes en obésité. Mais on n'a pas de directive à l'heure actuelle par rapport aux enfants. Voilà. Donc ça va vraisemblablement sortir, mais je pense que les enfants, même en obésité, vont aller à l'école. Le déconfinement, il est fait pour qu'il y ait une sorte d'immunité générale de la population. Et c'est pour ça que les enfants vont aller à l'école, tous, pour contaminer les parents. Voilà, pour qu'il y ait une sorte d'immunité collective. C'est le projet sanitaire, en tout cas. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est ce qu'on a dans l'idée. C'est-à-dire qu'on navigue dans quelques flous, hein, entre la date du déconfinement, la méthode du déconfinement, le qui fait quoi, quand ou comment. C'est comme un peu au début, donc ça continue. On a un objectif 11V, on verra bien. Moi, je voulais revenir... J'ai une question concernant est-ce que j'entends bien que l'obésité ou l'obèse a un facteur à risque c'est un facteur à risque s'il a le Covid, mais le fait d'être obèse n'augmente pas la probabilité de l'attraper.
Non, c'est ça. Il n'y a pas d'augmentation du risque d'attraper le Covid, mais quand on l'a attrapé, il y a une augmentation du risque que cette forme soit grave. Voilà, Ouais, c'est un facteur dit aggravant. Brigitte? Une autre question d'Aurélie Mallet qui demande pour ceux qui ont un psoriasis en gouttes inflammatoire, est-ce qu'ils sont plus à risque que les autres? Qui répond? On est dans une maladie inflammatoire, effectivement, toute maladie inflammatoire qui s'associe encore à de l'obésité va augmenter le système inflammatoire. Donc, ils sont plus à risque, voilà, mais peut-être de faire une forme grave. Alors, leur traitement, par contre, donc des traitements anti-inflammatoires entre parenthèses, ne sont pas à arrêter. Parce qu'on a entendu donc qu'il fallait qu'on évite de prendre des médicaments anti-inflammatoires. Mais quand on a une pathologie qui nécessite un traitement de fond anti-inflammatoire, il faut poursuivre son traitement. Oui, ce qui me permet de basculer sur la question du confinement, entre autres, c'est entre autres, voilà, on l'a entendu, il faut poursuivre le traitement. Les parcours comprennent beaucoup de choses, y compris une prise en charge associative derrière les traitements, que ce soit un régime ou une intervention chirurgicale. Derrière, il y a les associations qui prennent le relais, il y a du sport, il y a un régime nutritionnel, et il y a un suivi psychologique. Moi, j'aimerais reposer la question à Sonia Degré sur la notion du confinement. Est-ce que cet éloignement qui est demandé, cet éloignement social, est un risque supplémentaire ou est-ce que c'est l'opportunité de voir les choses autrement? Ensuite, je demanderai à Jonathan d'expliquer comment continuer le mouvement de son corps pendant le confinement. Sonia? Alors oui, effectivement, j'allais dire il y a l'aspect un peu négatif du confinement, puisque on est lié à la frustration, à l'ennui, donc il vient majorer effectivement, ou générer en tout cas des symptômes dépressifs, une perte d'élan, des troubles du sommeil, des conduites addictives aussi, alcool, drogue, mais des troubles aussi des conduites alimentaires. Donc ça vient majorer des choses. Ça peut entraîner aussi beaucoup de difficultés et puis ça ravive aussi nos angoisses, nos sentiments d'abandon, nos sentiments de solitude, nos angoisses de mort, etc. Donc, or, un patient souffrant d'obésité a déjà souvent des troubles de ce type. Donc, ça vient que les majorer. Néanmoins, moi, je trouve intéressant que c'est un temps de confinement, certes, mais confiné ne veut pas dire isolé. D'ailleurs, on le voit, on le perçoit, les réseaux se développent, des échanges, on peut aussi se sentir soutenu finalement par ses voisins, d'autres personnes, des associations. Et puis, c'est un temps aussi où, j'allais dire, qui est plutôt un temps suspendu, ralenti. Néanmoins, c'est pas un temps où il ne se passe rien. C'est un temps où on peut se questionner, on peut s'observer, prendre le temps effectivement. Et j'ai des patients qui l'ont vu lié à l'ennui, à cette frustration, avaient tendance à ne plus bouger, à ne plus se mobiliser, à se replier sur soi, à effectivement retrouver des conduites alimentaires différentes, etc. Et qui finalement, tout d'un coup, se disent « Ah, bon, non, il faut faire autrement. Hop, je rappelle ma structure, je rappelle les professionnels que je connais, les associations, parce que nous, on est quand même tous là et bien présents aujourd'hui. » Jonathan, que font tes patients? Alors bonjour. Bonjour. Moi, je trouvais intéressant parce que je vais démarrer sur ce que Sonia terminait sur le fait que les personnes, je pense qu'il faut sur la pratique d'activité voir les choses un peu autrement. C'est-à-dire que on a cette sédentarité depuis quelques années qui est là sur le fait que le français ne bouge pas assez. Le confinement va faire que le français va encore moins bouger et peut-être la personne qui a des difficultés liées par exemple au poids et à l'obésité va progressivement se mettre plus à être en position assise, allongée, regarder plus sur les réseaux, utiliser plus la télévision, les tablettes, etc. Donc je pense qu'il y a une première part où il y a de la sensibilisation sur justement rompre cette sédentarité, essayer, il y a des recommandations qui sont sorties des ministères sur tous les 90 minutes, pouvoir se lever, juste bouger, marcher dans la maison, dans l'appartement. Si on a un jardin, sortir, prendre l'air,
dans son jardin, aller regarder ses plantes, etc. Donc ça, c'est déjà, je pense, un premier point qui est assez intéressant. Et après, donc du coup, qu'on soit dans un parcours de chirurgie ou non, il y a cette partie du maintien de la masse musculaire qui est intéressant. Et même, je pense que certains l'ont peut-être vu dans certaines vidéos sur les réseaux, utiliser aussi du mobilier de maison, utiliser des bouteilles d'eau, utiliser pour essayer de maintenir justement ce muscle. Donc, je pense que si on fait un état des lieux, il y a une amplification sur tous les domaines, et notamment sur le fait de moins bouger dans sa journée. Mais à côté de ça, on verra peut-être plus tard les solutions, mais il y a pas mal de petits conseils, de petites solutions qu'on peut apporter pour que dans son quotidien, il y ait du mouvement. Oui, mais alors j'ai envie de dire, c'est presque un conseil qui s'adresse à tous les confinés actuels. Et est-ce qu'il y a des précautions spécifiques à prendre quand on est en surpoids si on veut faire une activité à domicile? Parce que très honnêtement, quand on a jeté un œil sur l'ensemble des cours proposés allant de ceux des marques de sport au truc d'aérobic américain bien rythmé, c'est pas forcément toujours pertinent. Alors quand on a un surpoids plus, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut valider? Et puis on n'est pas forcément équipé non plus, ça paraît bête, mais les ceintures, les poids, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jonathan? Dans un premier temps, il va falloir reprendre les bases de toute activité. L'activité physique, c'est mettre son corps en mouvement. Donc pour mettre son corps en mouvement, rien que déjà les tâches quotidiennes, les activités qu'on peut faire dans sa maison, faire du rangement, comme je disais tout à l'heure, aller dans le jardin, des choses vraiment simples qui vont faire que le corps va quand même déjà dans un premier temps se mettre en mouvement. Et si après on veut aller plus loin, mais arriver à avoir un encadrement soit, alors on verra après sur des professionnels de santé, mais moi qui suis ancien en activité physique adaptée, on a quand même un grand réseau de professionnels qui mettent en place des choses pour essayer d'accompagner après pour aller un peu au-delà de cette pratique physique qui doit être vraiment adaptée. Je pense que les deux choses qu'il faut faire attention, c'est la partie cardio, la partie plus sur quelque chose qui va faire monter au niveau du cœur, et du coup ça on va se mettre peut-être en danger. Mettre beaucoup de poids, je pense que c'est pas forcément conseillé, qu'on reste vraiment sur un bien-être du corps, sur des étirements, sur des choses vraiment qui vont permettre qu'on va peut-être sur cette période de confinement prendre encore un peu plus soin de soi, sur vraiment des choses assez simples et qui sont validées par des professionnels qui connaissent du coup ce public-là et qui connaissent les adaptations possibles. Alors, on va écouter Annick Antiero, mais juste Brigitte, encore une question. Oui, une question de Karine O. Qu'est-ce qui est mis en place en cette période de confinement pour aider les personnes en surpoids ou en obésité qui se sentent seules? Alors, on va en parler, mais je pense que Annick veut déjà de manière évidente prendre la question. Annick, s'il te plaît. Alors moi déjà, je voudrais revenir sur ce que disaient Sonia et Jonathan. En fait, le confinement, c'est juste d'autres repères qui doivent changer. Et dans ce mot confinement, c'est ce que quand tout à l'heure je parlais de peur, on n'est pas dans un truc idéal. C'est juste voir que ce confinement, ces personnes-là ont mis des choses en place, ont des repères dans la vie de tous les jours. Et là, ce confinement va faire changer ces repères. Nous, en tant qu'association de patients et les professionnels qui sont là, c'est juste leur expliquer qu'on va remettre d'autres repères en place et qui vont acquérir rapidement pour que justement, ça ne soit pas forcément si compliqué que ça. Parce que tout ce qu'ils ont mis en place, tout n'est pas à balayer. C'est juste qu'ils vont rencontrer des choses et on va remettre des choses en place différemment. Et le confinement, j'insiste bien, ce n'est pas de l'isolement social. Et pour revenir à la question de Karine O, c'est justement plein de choses qui se font. Alors surtout quand on a des problèmes de surpoids, obésité, moi je pense qu'il faut s'adresser à des personnes compétentes qui savent vraiment accompagner ces personnes avec ces problématiques de santé pour ne pas aggraver des risques. Donc des enseignants en activité physique adaptée, des professionnels de santé pour le diabète quand il va évoluer aussi, des diététiciens, des médecins, et aussi nous dans nos organisations de patients, pour répondre aussi sur... nous, on a 100 personnes au sein de l'association. Il y a 0 personne qui ont le Covid à l'heure actuelle.
et ils sont tous en obésité. Donc, il y a des moyens, alors on en parlera aussi après, mais il y a des moyens qui peuvent correspondre à chaque personne, sauf qu'il faut que les personnes, justement, elles vont trouver je pense, sur le direct, là, des informations, des numéros de téléphone. Il faut qu'ils se saisissent de ça et de voir qu'ils ne sont pas seuls et que des professionnels spécialisés dans la prise en charge de ces personnes qui ont cette pathologie chronique, on est là pour eux. Et même simplement, on est là des fois pour juste écouter. Pour juste écouter parce qu'il y a une angoisse qui est là, parce qu'on est allé compulser. Et bien juste, on est une oreille attentive. Et déjà, ça, être une oreille attentive, c'est pas mettre plein de choses en place. C'est d'appeler et d'entendre en disant, ben là, on a rallongé le confinement, j'ai peur. Et juste, on les entend et on se saisit de ça. Et juste, on les écoute parce qu'ils ont besoin justement de parler. Alors, on va après parler de justement ce que ça provoque, parce que le confinement est une adaptation pour les patients, potentiels ou pas, mais c'est aussi une adaptation pour les soignants. Mais avant, j'ai envie de demander à Xavier Liu ce que ça lui inspire comme question. Xavier ? Oui, la question, on se rend compte que dans des moments qui sont un petit peu tendus, dans lesquels on trouve différentes difficultés qui ne sont pas forcément prévisibles, il y a l'écoute, il y a une certaine compassion qui peut être naturelle, et puis rentrer dans un management un peu plus directif a aussi ses effets, parce que ça va, par la contrainte, garder les gens sur un objectif fixé. Alors, c'est une question qui peut s'adresser à Jonathan, par exemple. Au niveau des programmes sportifs, par exemple, est-ce que dans cette période de confinement, il y a des programmes sportifs précis, quotidiens, et validés, c'est-à-dire que la bonne pratique a été exécutée? Alors, après, je pense que ça, c'est des cas quand même qui sont particuliers. On prend toujours le temps avec les personnes de pouvoir adapter ce programme et de pouvoir réajuster ce programme chaque semaine, parce que on l'a abordé sur le côté psychologique, mais chaque semaine ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Donc il y a des semaines où on va peut-être plus alléger le programme, il y a des semaines où on va un peu plus le renforcer avec justement ce rapport avec l'activité des fois qui est compliqué, donc trouver des petites solutions pour qu'ils prennent plaisir à bouger et faire des choses. Après, en termes de recommandations, il y a une recommandation qui est toujours la même, hors confinement, qui est au minimum de 30 minutes du fait de bouger par jour. Après, sur l'adaptation, comme vous dites, sur le programme, il n'y a pas de programme précis. On ne peut pas s'enfermer dans un programme précis. On ne peut pas s'enfermer parce qu'il y a tellement de différences. Je pense qu'il faut bien connaître la personne. Nous, ce qu'on met en place, et peut-être qu'on parlera tout à l'heure, mais c'est un accompagnement qui est, et je pense même sur l'unité UPSOM, c'est un accompagnement qui est multi-professionnel et pluriprofessionnel. Donc tout ça fait qu'on arrive à avancer avec la personne, autant sur le plan de l'activité physique, mais que sur les autres plans. Là, si je comprends bien, Jonathan, tu fais un accompagnement individuel. On n'a aucune chance de te trouver avec un cours un peu plus générique sur Internet. Si, bien entendu. Bien entendu, il y a des cours génériques, mais qui vont être vraiment basés sur une adaptation plus. En mode, si vous voulez, avec les mots qu'on pourrait dire peut-être débutant par rapport à d'habitude. On va rester dans le côté pratique et on va parler un peu de nutrition, particulièrement en confinement. Alors, on a toujours un peu peur que quand on va voir un nutritionniste, on en ressort avec une ordonnance nous indiquant qu'il faut manger essentiellement des poireaux à l'eau. Comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a des indications spécifiques pendant ce confinement? Sabine? C'est fini et c'est dépassé. Les régimes poireaux et soupe au chou. Oh, on n'est plus à la mode là. Non. Pour chaque personne, il y a une alimentation individuelle. C'est exactement comme l'activité physique. C'est-à-dire qu'un problème, une personne et une alimentation qui est adaptée à soi. Alors, il faut être en harmonie un petit peu avec la situation, d'accord ? Il est clair que laissez-vous guider par votre sensation de faim, votre sensation de satiété. Il y en a encore une, il faut l'apercevoir, mais c'est très difficile. Quand on est justement en situation d'obésité, c'est qu'on a perdu ses repères à un moment ou à un autre. Alors quand Xavier parlait de la guidance et d'un certain repère, effectivement, il peut y avoir un repère. Mais
respecter des rythmes. Voilà. Je pense que on se lève à midi au lieu de se lever à 7h du matin, 8h. On va faire son petit déjeuner à midi, du coup on va manger à 4h, on va se coucher à minuit ou à 2h du matin. Là, il va y avoir des sécrétions hormonales qui vont se bouleverser et vous allez vraiment altérer justement votre sensation de faim et votre sensation de satiété. Donc, essayez de mettre quelque chose de compatible avec votre vie confinée. Voilà. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Poids, pas poids, sous-poids, c'est pareil. Et l'objectif, c'est ne pas perdre de poids. C'est au moins le stabiliser. Se surveiller pour ne pas en prendre, mais le fait de perdre du poids en confinement, c'est toxique. Voilà. Ne commencez pas à faire un régime strict, vous allez développer des troubles de comportement. À partir du moment où vous me faites de régime strict, vous allez avoir envie de grignoter, avoir envie de compulsion, avoir envie de pulsions alimentaires. Ces pulsions alimentaires, essayez de déterminer qu'est-ce qui se passe, dans quel contexte on est, qu'est-ce qui vous déstabilise à l'heure actuelle, si c'est émotionnel, si c'est le manque d'activité physique, si c'est le manque de repères, le manque sociétal, c'est-à-dire si vous manquez d'affection, et à partir de là, réadapter. Donc, on mange ce qu'on aime, on va faire ses courses en suivant peut-être un petit listing, voilà, en fonction du nombre de gens qu'il y a à la maison, parce que des fois il y en a beaucoup plus que prévu, et puis en fonction de ce qu'on peut aller acheter, respecter des protéines plutôt végétales, des légumes secs et puis des poissons gras, voilà, pour maintenir l'apport de masse musculaire. Mettez des féculents, parce que c'est les féculents qui vont vous rassasier, d'accord? Et puis, on va essayer d'avoir des fruits. Voilà. Vous le savez. Oui, c'est ça. On va néanmoins pas faire un b.a.-ba, mais par contre, il y a forcément des guides, on va en reparler, mais il y a comme le plan nutrition santé, il y a des indications, la pub. Attendez, Sabine parlait ou c'est moi? Oui, donc il y a plein d'éléments comme ça, il y a y compris les campagnes de 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour, c'est un budget, contrairement à ce qu'on semble penser au plan national. Et l'encadrement peut aller plus loin que ça, parce qu'il y a derrière le facteur de la nutrition, de la prise en compte de soi, etc., d'autres éléments sociaux qui peuvent être importants. Annick, tu voulais parler? Oui. Alors, ce qui est important justement, c'est qu'il n'y a pas de généralité. Il y a des choses qu'on fait en groupe, qu'on fait en collectif, et par contre, il y a des personnes qui ont plus de vulnérabilité et il faut adapter au cas par cas. Donc après, il n'y a pas je prends du poids, je grignote de compulsion. Justement, nous, on oriente vers des professionnels de santé. Justement, on va en parler après sur des téléconsultations. Mais là, il faut orienter sur une psychologue qui va écouter. Au lieu de faire culpabiliser, j'ai pris 6 kilos en un mois, eh bien, il y a des raisons à ça. On n'est plus dans le plan nutrition santé, on n'est plus dans les 5 fruits et légumes par jour, on est en situation exceptionnelle où justement, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'accompagnement individuel parce qu'ils sont plus vulnérables, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus faibles. Il y en a qui sont en difficulté et justement, nous, notre rôle, c'est de pouvoir orienter et de faire un peu à la carte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'atelier en groupe, mais par contre, après, quand quelque chose sort de l'atelier, on oriente vers un professionnel et une compétence adaptée. Jonathan, quand il fait ses activités, il y a des ateliers de groupe. Par contre, quand il y a quelqu'un qui a un peu plus de difficultés, qui a plus de douleur, eh bien, il va le prendre en particulier, en individuel. Donc, c'est de l'adaptation de nous, en tant qu'équipe pluridisciplinaire, à parler ensemble, à faire du lien et à s'adapter à toutes les problématiques qui se posent. Parce que vous pouvez prendre 100 personnes obèses, les 100 personnes ne seront pas obèses pour la même raison déjà, n'auront pas les mêmes causes multifactorielles. Et donc ça, on est dans l'adaptation. Et surtout, la prise de poids, c'est justement la déculpabiliser. Et quand Antoine et que vous avez tous parlé, au lieu de s'attaquer à l'obésité, parce qu'on ne mange pas des poireaux vinaigrettes tous les jours, c'est une maladie multifactorielle. Et c'est surtout et beaucoup une compensation avec des angoisses, avec un manque de quelque chose. Donc ça, ce travail de la psychologue est essentiel pour entendre quelque part, j'ai pris 6 kilos, je compulse. C'est faire travailler sur qu'est-ce qu'ils ressentent et pourquoi ils vont compulser. Et pas leur dire, mangez 5 fruits et légumes, arrêtez vos grignotages, parce que ça, moi je parle en tant que patiente, on l'entend tout le temps.
Donc là, c'est sûr que c'est notre problème de base et ça va être encore plus multiplié dans ce confinement. Donc c'est justement arriver à trouver, à orienter vers des professionnels qui seront écoutés aussi et faire à la carte des choses. Chacun n'a pas dans le bureau une feuille qui sont données pour un obèse à 50 DMC, un obèse à 40. On est obèse, mais avant d'être obèse, on est un individu et on est une personnalité et on est une histoire en fait. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est l'individu et la personnalité de la personne. Et nous, on sait en tant qu'association le rôle qu'on doit avoir. Nous, on n'est pas des prescripteurs, on n'est pas des médecins. Par contre, s'appuyer sur des professionnels de santé, on est là parce que des fois, libérer la parole, c'est plus facile avec quelqu'un qui vit une problématique de santé ou quelqu'un comme Jonathan, ils ont l'habitude de voir. Et après, quand il y a quelque chose qui surgit, on ne va pas lui laisser avec cette patate chaude-là en disant « Ah ben oui, vous m'avez dit ça, c'est très bien ». Ben là, on va identifier dans le réseau quelle personne pourra répondre et être aidante pour cette personne à cet instant donné, en fait. Ouais. Merci Annie. Merci Annie. On va parler après de ce phénomène d'anxiété, on en reparlera avec Sonia, on va parler peut-être un peu aussi de ce qu'on appelle la grossophobie avec notre société qui est particulièrement normative. Mais je voudrais revenir avec le docteur Guyot sur la question du confinement, du parcours. On n'a pas évoqué le type de soins, on n'a pas expliqué non plus ce qu'était une intervention chirurgicale. Il y a 3 grandes interventions, le docteur en parlera beaucoup mieux que moi. Mais ce confinement amène tout le corps médical et tous les encadrants à avoir un nouveau comportement, à créer des ouvertures. Docteur Guyot. Oui, ça c'est le point positif de cette épidémie, c'est que ça nous met un coup de pied aux fesses pour développer des outils comme la téléconsultation. La téléconsultation, on en entend parler depuis un moment. Faut imaginer que sur Doctolib, je fais pas de pub, mais c'est un gros opérateur. Le 30 mars dernier, il y a eu autant de téléconsultations en une journée que sur toute l'année 2019. Donc, faut imaginer l'importance que ça a pris. Et donc, nous, c'est vrai que on a été un petit peu comme tout le monde, choqués la première semaine, on s'est réorganisé, et puis on a assez vite proposé de poursuivre le parcours pour des patients qui étaient déjà dans ce parcours de prise en charge de l'obésité, et pour des patients qui souhaitaient, des personnes qui souhaitaient y rentrer, on a proposé la téléconsultation. Que ce soit Sonia Desgrès, que ce soit le docteur Breyel, toutes les deux présentes, ou moi-même. Et donc, cette téléconsultation a été mise en place. Et c'est très bien parce que ça va être en routine. Et aussi, il faut imaginer que de l'autre côté, la personne, le patient, était aussi un petit peu réticente par rapport à cette téléconsultation. Et je crois que ça a amené de la crédibilité. Et on va pouvoir pérenniser cette pratique. Et ça ouvre beaucoup de portes en termes de thérapeutique et de prise en charge. Oui, parce qu'on le sait quand même, c'est toujours désagréable de se rendre à certaines consultations. Cette téléconsultation, en fait, va être une ouverture pour nombre de personnes qui ont un problème, j'imagine. Tout à fait, parce que... Pardon. Oui, alors c'est une ouverture pour plusieurs choses. Au niveau de la distance, parce qu'on a effectivement des patients qui sont pas sur Montpellier, mais qui sont éloignés. Et j'en pense à une certaine là, qui est sur Paris en ce moment et du coup, lié à ce confinement, a choisi en tout cas de poursuivre avec moi le suivi post-opératoire et on a mis en place la téléconsultation. Et puis, pour d'autres types aussi de patients, où faire la démarche d'aller vers est compliqué. De se déplacer, ça mobilise beaucoup de choses psychiquement et finalement de se retrouver derrière un écran aussi, ça permet de protéger et d'avoir une certaine intimité et anonymat aussi. Et ça aussi, ça permet aussi des patients d'accéder à des soins qu'ils n'auraient pas fait forcément au préalable, je pense. Et comment ça se passe, docteur Guyot, pour ceux qui ont subi une intervention? Parce que sleeve, passe gastrique, c'est un peu barbare. Comment ça se passe le confinement et le suivi des soins alors que les hôpitaux sont débordés? Alors, il faut pour ces patients-là, le suivi il est très important, hein, parce que la sleeve c'est une restriction de l'estomac. On fait un tube gastrique juste pour et l'autre intervention c'est le bypass gastrique qui est à la fois restreint l'estomac et dérivé
une partie des aliments. Donc c'est un peu une intervention un peu plus complexe. Et donc pour les deux et surtout pour le bypass, il y a des risques de carence notamment. Donc il faut un suivi rapproché, il faut continuer le suivi qui peut se faire à distance par un interrogatoire et puis par des prises de sang. On peut très bien envoyer l'ordonnance, le patient fait sa prise de sang à côté de chez lui, nous la renvoie et donc on peut contrôler s'il y a une carence, on peut la traiter, lui envoyer une ordonnance de supplémentation. Donc il faut ce suivi et ce suivi peut tout à fait être réalisé à distance. Oui, Brigitte, une question, s'il te plaît. Oui, une question de Palomatina. Si on veut intégrer un programme, combien ça coûte et comment on s'y prend? Qui répond? Alors, le parcours, là on parle d'un parcours éventuellement chirurgical. Alors, il y a une prise en charge sécurité sociale. Et puis, pour certains professionnels, malheureusement, comme la psychologue, la diététicienne, parfois il n'y a pas de prise en charge, mais heureusement les mutuelles jouent de plus en plus le jeu parce qu'il faut de la cohérence. On dit qu'il faut prendre en charge l'obésité, il faut des parcours complets, c'est très bien, il faut que les centres soient plus structurés, c'est très bien, mais quand même de l'autre côté, il faut aussi donner les moyens que les gens soient bien pris en charge et bien suivis. Donc il y a une partie remboursée, une partie qui des fois est à la charge du patient, mais qui n'est pas forcément toujours négative parce que c'est aussi un engagement du patient. Et puis nous, ce qu'on a mis en place, c'est 3 jours d'hospitalisation dont je parlais tout à l'heure, qui permet 3 jours de préparation, qui permet de faire tout le bilan médical, de faire de très nombreux ateliers thématiques dans le cadre de l'éducation thérapeutique, la pleine conscience, des ateliers d'estime de soi par Sonia, des ateliers diététiques. Et ça, on a la chance que la clinique du Parc, dans laquelle on travaille, prenne en charge ces ateliers, prenne en charge ce bilan. Et donc, ça, c'est un point très positif sur le plan économique. Mais ça, ce sera après le confinement, forcément, hein, donc, puisque c'est absolument pas le moment. Et voilà, Philippe nous indique que le bateau largue les amarres, il nous reste 5 minutes, donc on va aller droit au but. Xavier, est-ce que tu as une question? Moi, j'avais une question qui est un peu plus large sur le terme de l'obésité. On a vu 17% en France, 40% aux États-Unis. Est-ce que c'est lié plus à des problèmes psychologiques, une société qui serait en perdition, ou c'est simplement des mauvaises habitudes alimentaires? Alors, ce sera probablement votre dernière intervention à tous sur la question. Je vais dire à ce que ça fasse une forme de conclusion. Merci. Sonia. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Alors, j'ai envie de dire qu'effectivement, notre rapport à l'alimentation n'est pas le même et notre rapport au monde n'est pas non plus le même, finalement, là-bas. Donc, est-ce que le cadre n'est pas aussi rigoureux? Voilà, là, c'est une question effectivement ouverte à laquelle moi-même, je vais y réfléchir pendant ce temps de confinement. Le docteur Antoine Guillot. Oui, je crois qu'il y a quand même des modes de vie différents, des rapports à l'alimentation différents et un système éducatif, parce qu'on critique parfois notre système éducatif, mais il est quand même de qualité. Et je crois que les enfants, par le travail des parents, mais aussi le travail des enseignants, fait que je crois on limite quand même la casse en France. Mais attention, il faut voir qu'aux États-Unis, le taux d'obésité était de 19% en 96. Et on sait que des fois, on a 10-20 ans de retard par rapport aux États-Unis. Donc, ne parlons pas trop vite et méfions-nous. Voilà, et faisons attention à notre poids. Sabine Breillat, je suppose que ce ne sera pas une indication pour aller manger des burgers. Si, le burger est très équilibré. Ce sont les frites associées qui sont un petit peu plus caloriques. En fait, le gros problème est plutôt industriel et agroalimentaire. On nous propose une quantité alimentaire d'aliments transformés, trop transformés, qui nous perturbent sur le plan de l'assimilation. Après, sur le plan psychologique, je pense que ça favorise des troubles de comportement alimentaire. Et on travaille trop et on bouge pas assez. Voilà. Jonathan? Oui, c'est ça, oui, sur le bouger, voilà, nos voisins les États-Unis sont quand même bons en sédentarité sur le fait d'être inactifs. Et donc, du coup, je pense qu'il y a pas mal d'études qui sont sorties sur l'inactivité et la malbouffe là-bas, qui sont toujours des taux
assez conséquent, et ça peut être induit par le pays qui a un peu d'avance sur nous en termes de transport en commun, en termes de tout ce qui va faciliter le fait de se déplacer d'un endroit à l'autre par rapport en France. Annick Cantero, toi qui as suivi ce parcours et qui continue à le suivre et qui en aide d'autres à le suivre, ton dernier retour sur ça? Alors moi, je tiens à vous dire déjà que je suis le porte-parole de tous ces patients-là. Et je tiens à vous répondre qu'en fin de compte, vous apercevez sur les études, il y a beaucoup de traumatismes liés à l'enfance. Il y a beaucoup de maltraitance qu'il y a eu. Il y a des chocs émotionnels qui sont énormes. Donc, moi, je dirais plutôt que l'obésité, c'est pas une histoire de malbouffe. C'est juste une histoire de traumatisme, d'histoires de vie qui sont difficiles, et une mauvaise estime de soi. Donc, un manque de confiance en soi, un manque d'amour, l'abandon, tous ces traumatismes-là. Et quand on parlait justement de traiter la cause, je pense que si on apprenait à ce que ces patients-là, on les prenne pour justement les aider à se re-aimer et à s'apprécier, et il y aurait moins de problématiques d'obésité, parce que je pense que le maître mot, c'est ça, moi j'ai envie aujourd'hui de donner de l'amour et de dire que tout le monde, tout un chacun a des difficultés, et tout un chacun a des difficultés parce que c'est l'histoire de vie qui fait ça, et en fait apprendre à s'aimer, la pleine conscience, apprendre à vivre les choses en étant présent. Le passé fait partie du passé, il y a des spécialistes qui sont là pour nous aider à penser ces blessures, mais qui seront toujours là, en fait. Et donc, vraiment, il faut voir que c'est redonner de l'amour dans tout ça et apprendre, quelle que soit la personne, à s'aimer réellement. Voilà. Bon, merci à tous. On espère que le Covid-19 apportera quand même peut-être ça. Tout le monde attend un changement. Pourquoi pas celui-là? C'était la dernière émission des héros du confinement. La semaine prochaine, vous retrouverez d'autres héros. On passe à une nouvelle émission qui est HTV, c'est vous, et ce sera vous, les héros. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.